Bien, je vous remercie, je remercie Sébastien de m'avoir invité à parler devant vous sur un sujet qui a l'air a priori hors sujet, mais dont vous allez voir, j'espère, la logique qui m'a conduit à vous en parler, qui est l'histoire et la Russie. Dans le petit résumé que Sébastien et que l'équipe a fait passer, il y a eu la gentillesse d'évoquer le fait que j'ai écrit pour le théâtre niçois et aussi que par ailleurs j'ai publié quelques ouvrages et quelques recherches sur l'histoire de Nice. Et c'est en fait sous ce titre un peu sibyllin que je veux dissimuler une réflexion à vous livrer sur le rapport dans le théâtre niçois, non seulement à l'histoire politique de Nice et donc à la Russie, mais aussi aux langues officielles diverses et multiples qui se sont succédées ou qui se sont croisées sur cette terre. Et le témoignage le plus évident, c'est bien sûr ce bâtiment dont vous savez qu'il a été construit par un baron balte, à l'époque sujet du tsar. Parce que le théâtre niçois reflète à travers ses différents auteurs, que ce soit Francis Gag, que ce soit Jean-Luc Gag, et que ce soit votre serviteur bien plus modestement, ce rapport très complexe entre les langues, la langue minoritaire, minorée, l'occitan nissard, les langues officielles, puisqu'il se trouve que le théâtre niçois, Rémi Gazillia vous l'a dit, a une longue histoire, une histoire qui commence avant que Nice devienne française, et qui se poursuit largement après que Nice est devenue française, et donc que ce théâtre niçois a connu deux langues officielles, non minorées, c'est-à-dire l'italien, juste en 1860, et le français à partir de 1860. Mais que notre histoire a ajouté une couche, si j'ose dire, linguistique, qui se retrouve en partie dans le théâtre, et c'est là que je voudrais faire le lien entre la grande histoire, si j'ose dire, l'histoire politique et le théâtre niçois, qui est la langue des touristes. Parce qu'à Nice, ces richissimes touristes qui viennent à la fin du XIXe siècle, mais qui sont déjà là, pour la plupart depuis la fin du XVIIIe, s'ils utilisent entre eux le français, langue de l'élégance et souvent de la richesse, à la fin du XIXe siècle, sont aussi, sèment aussi sur le terroir niçois leur propre langue nationale, essentiellement, puisque ce sont les deux grandes communautés, les Anglais et les Russes. Et nous avons donc au fil des rues de Nice des inscriptions en cyrillique ou des inscriptions en anglais qui renvoient au souvenir, à la présence de telle ou telle personnalité. Et il suffit de se promener dans nos cimetières pour voir que ces langues sont aussi présentes. Langues qui n'ont donc pas de caractère officiel dans l'espace niçois, puisque ce sont les langues officielles d'autres pays, mais qui viennent s'ajouter à la fréquentation que le peuple niçois a de ces personnes. Chose qui a finalement une conséquence sur le théâtre, c'est que ces personnalités, ces langues vont venir s'ajouter à l'usage de la langue niçoise, telle que Francis Gag, notamment, l'a mise en valeur à partir des années 30. Donc, dans le théâtre niçois, il y a les Niçois qui parlent italien, il y a les Niçois confrontés aux Anglais et confrontés aux Russes. Et si j'ai voulu insister sur cette dimension des Russes, c'est parce que historiquement, les Russes et Nice ont une histoire aussi forte que les Anglais et Nice, et que théâtralement, le premier personnage qui ne parle pas français dans le théâtre niçois, c'est un Anglais. Dans Calais de Francis Gag, un Anglais qui a un accent épouvantable, mais qui parle à la fois français et qui s'essaye au niçois. Et puis, il y a ensuite, depuis quelques années maintenant, un premier personnage russe, dont Jean-Luc Gag, à qui Jean-Luc Gag a donné le nom, qui est évidemment parlant pour l'actualité et aussi parlant pour l'esprit niçois, qui est le général Poutine, parce que, comme vous le savez en histoire, la poutine, c'est l'alevain de sardines que l'on mange dans une période de temps très courte, entre la fin du printemps, la fin de l'hiver et le début du printemps, et bien sûr qui renvoie à une actualité que vous connaissez. Et puis, il y a quelques mois de ça, j'ai fait rentrer dans le théâtre niçois, bien modestement, ce fameux général Michaud, qui n'est qu'une illustration parmi d'autres de ces Niçois
qui sont allés en Russie pour différentes raisons. Alors d'abord, revenons sur ces Niçois et la Russie. Le paradoxe, c'est que donc Nice est connu pour être un lieu dans lequel les Anglais se sont épanouis. On a une promenade des Anglais, on n'a pas une promenade des Russes, alors qu'il y a eu beaucoup plus de Niçois en Russie qu'il n'y a eu de Niçois en Angleterre. Pour une raison qui est une raison à la fois politique et économique, la Russie, descendant vers le sud à la fin du XVIIIe siècle, acquérant les rivages nord de la mer Noire dans les années 1770-1780, ouvre un marché d'une grande importance pour l'économie niçoise qui est celui du blé. L'économie niçoise a toujours été déficitaire en grains, donc pour s'approvisionner, il faut trouver constamment des sources capables d'assurer le commerce du grain. La Provence, qui est le principal fournisseur jusqu'au XVIIIe siècle, s'efface peu à peu. Et donc la providentielle arrivée de la Russie sur la rive nord de la mer Noire ouvre le marché de l'Ukraine, la production de grains, et tout de suite les marchands niçois l'utilisent et vont s'installer à Odessa pour assurer le commerce de grains qui permet la survie de la population niçoise. Sans le grain ukrainien, il n'y a pas de pain à Nice dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a donc en Russie des Niçois. Et on a des témoignages, l'un en particulier, un mémorialiste niçois qui s'appelle l'abbé Bonifaci, qui écrit dans les années 1820 un journal, et qui raconte cet épisode assez extraordinaire de ce Niçois qui s'appelait Vérani, qui a gagné à la loterie impériale russe une somme considérable pour l'époque, et qu'il a gaspillé de manière éhontée dans divers plaisirs en Russie, au grand scandale de l'abbé Bonifaci, qui aurait préféré bien sûr que certains gens soient restés à Nice, mais qui est en tout cas le témoignage de l'existence d'une communauté niçoise, certainement réduite, mais implantée sur les bords de la mer Noire pour approvisionner Nice en grains. Et le paradoxe, c'est que dans le même temps, de façon exactement contemporaine, il y a autant de Russes que d'Anglais à Nice, dans les années 1820, mais on ne se rappelle que des Anglais. Et il y a, je dois dire, de la part du théâtre niçois, un reflet exact de ce que la société niçoise pense, et j'imagine, enfin j'évoque bien sûr surtout le théâtre Francis Gall, le théâtre de Francis Gall, la société niçoise pense dans les années 30, 1930. C'est-à-dire que le souvenir des Russes a disparu parce que les riches Russes ont disparu avec l'Empire des Tsars en 1917. Il y a des Russes à Nice, certes, mais ce ne sont plus les riches, ce sont les Blancs qui ont pu plus ou moins survivre à Nice, alors que les Anglais riches, il y en a toujours. Alors le souvenir des Anglais, lui, il est immédiat dans le théâtre niçois. Et le personnage qui apparaît dans le Calène, c'est le réflexe qui renvoie à la population niçoise l'idée que le touriste, c'est l'anglais, c'est pas le russe. C'est plus le russe. Cette communauté niçoise présente à Odessa, elle est enrichie par notre événement politique qui sont les guerres de la Révolution de l'Empire. C'est le cas du général Michaud, mais il n'est pas le seul. Un certain nombre de Niçois, surtout des militaires, préférant rester fidèles à la maison de Savoie et ne trouvant pas d'asile politique ailleurs en Europe, puisque Napoléon, la Révolution d'abord et Napoléon a conquis toute l'Europe, sont allés servir les armes du tsar. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Alexandre Michaud, aide de camp d'Alexandre Ier, au moment notamment de la campagne de Russie, puis de la campagne d'Allemagne, puis de la campagne de France, etc. Un Niçois auprès du tsar, ça montre aussi cette intégration, en quelque sorte, cette présence forte d'un certain nombre de Niçois dans cette Europe lointaine qu'est la Russie du début du XIXe siècle. On pourrait citer, c'est l'exemple le plus connu, Joseph Fricero, qui est un peintre, qui lui épouse la fille naturelle du tsar Nicolas Ier, et qu'il ramène à Nice, et qu'il installe dans sa propriété de Saint-Philippe, à quelques centaines de mètres d'ici. Tout ça montre l'importance du lien, en tout cas la réalité du lien, qui n'est pas un lien univoque de la Russie vers Nice, mais aussi de Nice vers la Russie. Et curieusement, ce lien n'apparaît pas dans le théâtre. Il n'apparaît pas jusqu'à ce que, d'abord Jean-Luc Gague, avec sa pièce L'Ost et Vidame, introduise le général Poutine, et puis jusqu'à ce que dans Novembre Bestia, je fasse vivre le général Michaud. De sorte que nous avons, avec Jean-Luc, restitué le balancement, la symétrie
Poutine, c'est un Russe qui vit à Nice. Michaud, c'est un Niçois qui vit en Russie. Et il est très intéressant à cette aune-là de regarder finalement comment le théâtre s'est approché, le théâtre niçois, s'est approché de cette question des langues, entre guillemets, étrangères. Le rapport à la langue française est un rapport qui est évidemment toujours compliqué. Et je veux témoigner aujourd'hui du fait que lorsque Jean-Luc Gague écrit, sa première interrogation est toujours de se dire est-ce qu'il n'y a pas trop de français? Sachant que face à la raréfaction des locuteurs de la langue niçoise, la tentation est forte de se dire est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un peu plus de français pour qu'il se raccroche au texte? Le deuxième point que je veux souligner est l'inexistence, jusqu'à nos jours, de l'italien. Dans le théâtre niçois, jusqu'à il y a quelques années de ça, il n'y a pas d'italien, y compris dans une pièce que Francis Gague prend soin de situer exactement à un point de vue chronologique, Sarthe-Matafié, où le personnage principal, Matafié, qui est donc tailleur, précise qu'il est Sarthe honorari d'Auré Carlo Félix, Sarthe tailleur honoraire du roi Charles Félix. Or, le roi Charles Félix, comme vous le savez, a régné sur le royaume de Piémont-Sardaigne entre 1821 et 1831, donc c'est un personnage parfaitement historique, à une époque où la langue officielle est l'italien, et donc à une époque où on pourrait s'attendre à ce que, à l'intérieur de l'évocation théâtrale, il puisse être fait référence à la présence de cette langue italienne dans l'espace public. Alors, on dirait, l'essentiel de la pièce passe dans l'espace privé, où on utilise la langue niçoise. Mais peut-être aurait-on pu envisager que Francis Gague se soit laissé aller à mettre un rappel de cette situation. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait probablement parce que son souci, c'était d'abord d'illustrer la langue niçoise, mais c'était aussi parce que dans les années 30, insérer de l'italien dans une pièce en niçois, voire en français à Nice, c'était un danger politique. Parce que les années 30, c'est le moment où Mussolini revendique la région niçoise comme étant partie intégrante de l'Italie, qu'il s'appuie bien sûr sur le fait que la langue italienne a été la langue officielle des autorités du comté de Nice du XVIe au XIXe siècle, et que par conséquent, mettre de l'italien dans la pièce en niçois, ça peut être vu, comment dirais-je, objectivement, comme un rappel d'une situation historique. En 1821, la langue officielle c'était l'italien, mais ça peut être vu aussi en 1930 quand il écrit, 1934 je crois, quand il écrit cette pièce, comme une sorte de parti pris dans la querelle et dans la mauvaise querelle que le gouvernement italien est en train de chercher aux autorités françaises à propos de la nationalité de Nice. Il faut attendre Santissimo Bambino, dont déjà le titre vous donne un élément de réflexion, puisque c'est un mot, enfin ce sont deux mots, un en niçois, Santissimo, et Bambino en italien, pour que Jean-Luc Gague ose introduire sous sa plume à la fois du français, puisque des personnages est un noble savoyard, donc les Savoyards dans les duchés de Savoie parlent français, même à Nice, et aussi de l'italien, puisque lorsque ce personnage s'exprime à titre officiel, il reprend la langue officielle, c'est-à-dire la langue italienne. Donc, pas d'italien, interrogation sur le français, un personnage anglais sous la plume de Francis Gague dans Calena, mais qui est, j'allais dire, presque une caricature, bon, les autres aussi, mais celui-là il est particulièrement graciné, si j'ose dire, et deux personnages russes, enfin deux personnages en rapport, en relation avec le monde russe. La présence du général Poutine dans L'Os et Delidam, c'est évidemment l'occasion de jouer sur, enfin c'est un ressort comique supplémentaire, c'est-à-dire que le jeu comique qui permet de s'appuyer sur les quiproquos issus du mélange ou de l'utilisation du français et de l'italien va être renforcé par le jeu comique qui s'appuie sur le nom du personnage, Poutine, et sur un certain nombre de choses qui lui échappent, de mots qui lui échappent, dont le sens en français, enfin en niçois, peut être entendu de manière différente, un peu comme les personnages anglais, le personnage anglais que fait vivre Jean-Luc Gague dans Rassastiras. Parce que dans Rassastiras, ça qui se passe au XVIIIe siècle, donc au début de l'arrivée des touristes britanniques à Nice, voilà qu'apparaît un touriste britannique qui se trompe d'une jeune niçoise que Jean-Luc a choisi d'appeler Stuart.
Ce qui, évidemment, pour les oreilles niçoises, tend à pencher vers Swarte. Swarte qui veut dire tordu. Donc on a, j'allais dire, des ressources supplémentaires dans le théâtre niçois, dans l'usage ou du nom, ou de famille, ou des éléments de la vie, de l'accent de ces personnages, qui viennent compléter la dimension comique pure et dure, si j'ose dire, du théâtre niçois. Et puis, la présence du général Michaud, donc cette fois-ci un niçois qui a vécu en Russie, la présence du général Michaud dans le Nuremberg de Libesca, c'est encore un ajout théâtral supplémentaire, puisque lui, il s'exprime en niçois, mais il renvoie les Niçois à un certain nombre de questions sur ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent connaître de la civilisation russe. Et je me rappelle de discussions homériques qu'on a eues avec Sébastien, parce que j'ai eu recours à ses services ce jour-là, à ce moment-là, pour lui dire comment est-ce qu'on dit Moscou en histoire. Parce que vous savez que Moscou en français, ce n'est pas le mot exact de Moskva en russe. De la même manière, interrogation sur lequel finalement Sébastien a fourni nombre d'éléments, mais sur lesquels on a tranché sous une forme un peu nissardisante, qui est comment appeler la Bérésina en histoire. Comment l'accentuer surtout? Faut-il faire la Bérésina, ce qui serait un peu la tentation niçoise, de mettre un accent tonique à cet endroit-là? Faut-il respecter la forme russe du nom, la forme biélorusse, je crois, tu me corrigeras, parce que je crois que la Bérésina aujourd'hui c'est en Biélorussie. Donc comment, à l'intérieur de cette espèce de maelstrom linguistique qu'on peut faire vivre dans le théâtre niçois, du fait de la superposition de ces couches historiques, comment faire vivre ces mots, ces noms, notamment ces noms propres, qui nous viennent de latitudes si éloignées, et pourtant desquels les Niçois devaient être un peu, espérons-le, en tout cas ça serait logique, familiers. C'est cette question-là qu'on se pose encore aujourd'hui, c'est cette question-là qui a amené finalement le théâtre niçois à évoluer considérablement dans ce domaine-là. En faisant vivre des personnages historiques, Francis Gag, lorsqu'il choisit de placer le Sacre Matafriou à l'époque du roi Charles Félix, bien sûr qu'il choisit aussi un contexte qui n'est pas seulement celui de la langue minoritaire, mais qui est aussi celui de la langue officielle. En faisant vivre le personnage du général Poutine, donc c'est censé se passer à la belle époque, Jean-Luc Gag se pose la question au fond de comment les Niçois pouvaient communiquer avec ces touristes, sachant que finalement la langue choisie est le français, lequel français n'est pas forcément bien parlé par les Niçois, pas forcément bien parlé non plus par le russe en question, ce qui évidemment est un aliment supplémentaire en matière de comique à l'intérieur de ces pièces. Et en ajoutant des Anglais et des Niçois partis en Russie, on voit comment est-ce qu'on essaye à travers cet exemple des Niçois et de la Russie d'élargir en quelque sorte le rapport de la langue niçoise avec toutes les langues qui ont vécu ici et qui ont créé une sorte de contact au monde assez intéressant du point de vue de la création dramatique. Parce que, au fond, lorsque Francis Gag choisit d'écrire des pièces qui se passent, comme la Pignata d'Or, dans un village, il écrit le texte essentiellement en niçois côtier. Sauf que les gens qui parlent, les acteurs, vont y apporter une dimension supplémentaire qui est celle du gawat, parce que c'est censé se passer dans la montagne, donc c'est une variante encore de la langue. Comme on l'a fait récemment aussi dans le Nuremberg de Libesca, où on a choisi d'ajouter à ces langues officielles que sont le français et l'italien, à ces langues de touristes que sont l'anglais et le russe, et à cette langue précise qu'est le niçois de la côte, toujours utilisée par Francis Gag, un gawat qui parle la langue de la Tinée, et un piémontais qui parle la langue des vallées occitanes du Piémont, un peu mélangé, si j'ose dire, avec le piémontais. En cela, si vous voulez, et l'exemple des Niçois et de la Russie est tout à fait révélateur, en cela, du point de vue du théâtre, l'usage, la multiplicité historique de ces langues dans notre espace est un outil formidable du point de vue du dramatique. C'est-à-dire que
On peut se permettre, sans trahir la réalité, même si le théâtre est parfaitement libre de trahir tout ce qu'il souhaite, on peut se permettre d'ajouter à la langue niçoise littorale un échantillonnage, un éventail d'autres langues qui à la fois enrichissent la dramaturgie et aussi donnent des effets comiques par la confrontation des sonorités, etc. Et cela, à travers une histoire en Russie, à travers les Russes à Nice, puisque c'est probablement le choc culturel aussi fort que celui des Anglais, je voulais le mettre en exergue devant vous ce soir, en espérant que la création du théâtre niçois à l'avenir, et je crois que c'est l'intention de Jean Le Gall, qui est quand même le principal auteur, ne se privera pas de ces ressources dramatiques-là. Parce que finalement, ça donne l'occasion au public de toucher du doigt la richesse linguistique de notre région. Et pas seulement dans le cadre de la langue niçoise, mais dans le cadre de l'ensemble de ces langues qui se sont choquées, confrontées, etc. En conclusion, au-delà de cette question des Niçois et de la confrontation avec les Russes, qui est quelque chose de très fort, je vous assure, quand on voit sur les sources archivistiques, c'est extrêmement présent. Je vous livre ce qu'un jour Jean-Luc Gall m'a dit. Il m'a dit qu'il aimerait mettre en scène un personnage comme nous en avons connu souvent, nous, à Nice, de ces hommes et de ces femmes qui, du point de vue linguistique, ne savaient plus exactement de quoi il s'agissait quand ils parlaient. C'est-à-dire de ces hommes et ces femmes qui sont élevés dans leur langue minoritaire piémontaise ou ombrienne, qui viennent à Nice et qui grandissent ou prospèrent dans un cadre linguistique qui est celui du niçois côtier, sur lequel s'ajoute leur propre langue nationale officielle qui est l'italien et le français, et parfois même d'autres éléments comme notamment l'anglais. Un personnage de cet ordre-là qui arriverait un peu comme, vous vous souvenez sans doute de ce personnage de moine dans Le Nom de la Rose, qui mélange allègrement toute une série de noms, ça serait à la fois quelque chose de très fort du point de vue dramatique, et quelque chose qui n'est pas tout à fait irréaliste quand on songe à la superposition de ces couches linguistiques et de ces apports linguistiques dans l'histoire de Nice, et donc dans le théâtre niçois quand il souhaite en rendre compte. Voilà, je développerai évidemment tout ça dans ma contribution écrite, mais je vous remercie de l'accueil que vous pouvez faire à ces quelques réflexions. Moi j'ai juste une question rapide, une réponse très rapide. Comment vous résolvez le problème de Moscou? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Sébastien, parce que c'est... on avait dit Moscova, quoi, hein, parce que c'est le nom russe. Voilà. Oui, de Moskva, mais qui est imprononçable pour les Niçois, donc on est obligé d'intercaler en haut pour le phonie, donc Moskova, et à partir du moment où il y a ce haut, c'est là-dessus que va tomber l'accent intuitivement, donc sur la post-voyelle. Comme Bérésina. D'autres questions pour Hervé ou toujours pour les deux intervenants précédents qui n'ont pas eu le temps de répondre aux questions. Hervé ? L'intérêt, à dire vrai, je ne saurais pas vous répondre. La question s'est posée, tout simplement. Le général Michaud, historiquement, c'est celui qui, dit la tradition, a apporté au tsar Alexandre Ier la nouvelle de la bataille de la Bérésina. Comme il raconte sur scène cet épisode, la question s'est posée d'elle-même parce qu'on ne pouvait pas ne pas utiliser le mot Bérésina. Donc voilà. Non, mais la question c'est comment dit-on Bérésina en niçois, comment dit-on Moscou en niçois. Nikao, c'est que Nikao Palanka s'est posé beaucoup de questions aussi pour dire comment dit-on en niçois, l'Estonie, Tallinn, etc. C'est la première fois.
le souci de cohérence historique est présent, puisqu'encore une fois, le général Michaud, son principal fait d'armes, si j'ose dire, même s'il n'était pas sur le champ de bataille, ce pourquoi il est rappelé dans les livres d'histoire, c'est d'avoir rapporté cette nouvelle de la bataille. Donc, comme à l'occasion du récit, enfin de la pièce, comme souvent les combattants aiment bien raconter leur bataille, ben lui il raconte sa bataille de la Bérésina. Par conséquent, la chose s'est imposée. Alors on peut dire à l'inverse, on aurait pu ne pas en parler. Mais quand la chose s'est imposée parce que du point de vue historique c'est une réalité, j'allais dire la tentation a été forte de se dire mais au fond un niçois qui voit écrit Bérésina, comme ça, peu importe avec un Z ou pas de Z, etc., presque instinctivement il va dire Bérésina, parce que ça va lui faire penser à un mot niçois. Ça ressemble presque à un mot niçois finalement dans le rythme de ce mot. Seulement une fois qu'on s'est dit, bon, allez, on va dire Bérésina, on s'est posé la question, j'allais dire, on a poussé la réflexion un peu plus loin, pas forcément, ça n'était pas forcément nécessaire, mais quand on a la chance aussi de pouvoir travailler avec Sébastien, de se dire, bon, ben, si instinctivement un niçois dit Bérésina, est-ce qu'il le dit uniquement parce qu'il est sous l'influence de sa langue niçoise, ou est-ce qu'il le dit, est-ce que s'il le prononçait en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine, quelqu'un le comprendrait aussi, même si le niçois, lui, a l'impression de parler niçois. Alors, voilà. C'est cette question-là qui s'est posée, y compris à travers, après, un certain nombre d'autres mots. Lorsque Sébastien m'a montré l'orthographe russe du nom de Michaud, évidemment, en français, ça s'écrit M-I-C-H-A-U-D, alors qu'en russe, ça s'écrit très simplement M-I, le che-O. Voilà, il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Ce qui est amusant, c'est que la graphie italienne du nom de Michaud, reportée dans les registres de naissance de la famille, varie entre la graphie la graphie française M-I-C-H-A-U-D, sauf qu'en italien, Michaud, M-I-C-H-A-U-D, ça passe pas, ça fait Michaud, un peu comme ça. Donc le curé qui a retranscrit a parfois retranscrit M-I-C-I-O, accent grave, pour faire une sorte de Michaud qui soit prononçable par un lecteur italien tout en ressemblant à la sonorité niçoise. C'est, j'allais dire, toute cette richesse-là qui est particulièrement séduisante lorsqu'on aborde cette question linguistique au sein du théâtre, et notamment par rapport aux Russes, parce que c'est vrai qu'on se dit, cette culture est tellement éloignée, même si je n'ai pas évoqué le général Liprandi, qui est un des héros de la guerre de Crimée. Liprandi, c'est un nom niçois. Et Ricordi, qui est lui-même un des découvreurs du Kamtchatka, etc., etc. Donc tous ces gens-là, que vous trouvez par hasard au fil d'une lecture sur la guerre de Crimée, et qui tout d'un coup apparaissent comme étant descendants de l'arrière-petit-fils ou petit-fils d'un émigré niçois installé en Russie. Et avec évidemment tout ce que ça suppose en termes d'histoire, d'orthographe, des noms en particulier. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais vous voyez, ça s'est fait comme ça, quoi, hein. L'intention était d'abord d'être juste à l'égard de la carrière d'Alexandre Michaud, et voilà qu'elle vient se heurter à ce nom de lieu, Bérésina, et à Moscou, et que donc elle pose un problème qu'il faut essayer de résoudre pour essayer d'être le plus correct possible dans la transcription.